Robert Anderson, en 2019, a introduit le terme de croyance de luxe. Mais qu'est-ce que sont les croyances de luxe et pourquoi cela fait-il autant parler? Selon lui, les croyances de luxe sont des idées ou des opinions qui confèrent des avantages aux membres de la classe supérieure à moindre coût, tandis qu'elles ont des conséquences pour les membres de la classe inférieure ou la classe populaire. Pour vous illustrer à quoi ressemble une croyance de luxe, écoutons ensemble le discours de remise des diplômes des étudiants en école d'ingénieur à AgroParisTech, l'une des plus prestigieuses écoles d'agronomie françaises. Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV, de vous éloigner de votre famille et de votre réseau, de vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière d'ingé agro. Mais quelle vie voulons-nous? Un patron cynique? Un salaire qui permet de prendre l'avion? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop? Et puis, un burn-out à 40 ans? Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers, parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC, qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes, et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. Commencer une formation de paysan boulanger, partir pour quelques mois de woofing, participer à un chantier sur une ZAD ou ailleurs, vous engager auprès de celles et ceux qui en ont besoin, vous investir dans un atelier vélo autogéré ou rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la terre. Ça peut commencer comme ça. À vous de trouver vos manières de bifurquer. Ce discours encourage les jeunes ingénieurs fraîchement diplômés d'arrêter de polluer, d'arrêter de consommer et d'être plus soucieux de l'environnement. Mais sous ces airs bienveillants et altruistes, ne se cache-t-il pas là une certaine hypocrisie? Mais écoutons ensemble Jean-Marc Jancovici ce qu'il a à nous dire. Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui ne savent pas, est une figure célèbre dans le domaine du réchauffement climatique, de la pollution et même de l'environnement de manière plus générale. On voit aussi beaucoup ces dernières années, beaucoup d'étudiants, notamment à AgroParisTech il n'y a pas longtemps, des mouvements de désertion. Les étudiants dénoncent le fait que leurs études vont souvent faire plus partie du problème que de la solution pour ce qui est du changement climatique. Vous qui êtes enseignant en mine et membre du comité de suivi de la raison d'être de Télécom Paris, est-ce que vous pensez que les formations qu'on a dans les grandes écoles d'ingénieurs sont adaptées à la lutte contre le changement climatique? Est-ce que la désertion, c'est la bonne réponse? Alors, je vais peut-être vous faire de la peine, la réponse est non, et doublement non. D'abord parce que physiquement, vous ne pouvez pas déserter. Tant que vous avez un téléphone, tant que vous avez sur vous des fibres synthétiques, tant que vous mangez quelque chose qui n'a pas juste poussé dans la crotte du mouton d'à côté et que vous achetez un paquet de pâtes, vous êtes dans la mondialisation et vous ne pouvez pas en sortir. Donc en fait, bifurquer au sens de je me sors du système, que les autres se démerdent, en fait, c'est pas possible parce qu'on y reste. On ne peut pas s'en extraire. Encore une fois, on ne peut pas s'en extraire. Sauf à ne plus avoir le moindre vêtement et à bouffer des racines toute l'année. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit ça que les agros aient en tête, même s'ils aiment beaucoup les racines, puisque ça fait partie de leur formation. Donc je réponds non une première fois. Et puis je vais répondre non une deuxième fois, parce que si vous avez fait l'agro, si vous avez fait télécom, vous avez une chance pour laquelle vous n'y êtes absolument pour rien, du reste comme moi parce que j'ai fait l'X, c'est votre capital génétique, d'accord? Vous y êtes pour rien, vous n'avez pas décidé de votre capital génétique, hein, c'est pas vous, vous y étiez absolument pour rien, la course entre les spermatos, vous n'étiez pas là, donc il se trouve que la nature, à ce moment, vous dote d'un capital génétique, et c'est une chance, c'est quelque chose qui vous oblige, d'accord? C'est pas juste un truc, vous dites, bah, tant mieux j'ai de la chance, ça vous oblige. Et donc, une deuxième raison pour laquelle je réponds non, c'est que comme vous avez cette capacité, vous devez l'employer. Et donc, vous devez l'employer, idéalement, au bénéfice de la collectivité. Je vous conseille la lecture, même si elle est un peu méchante, du dernier livre d'Emmanuel Todd, qui s'appelle « La défaite de l'Occident ».
dans lequel il dit que les démocraties libérales de l'Occident sont devenues des oligarchies libérales dans lesquelles l'élite considère qu'elle n'a plus à s'intéresser au sort du peuple et que tout ce qui compte, c'est de s'intéresser à son propre sort et de maintenir sa propre condition. Et il n'a pas complètement tort, pour ce que j'en fréquente. Et si vous pouviez le faire un peu mentir, justement en ne désertant pas, je pense que vous feriez quelque chose d'utile. Jean Covici ne pouvait pas mieux exprimer ce qu'est une croyance de luxe. Les élites qui ont déserté ont sûrement un compte en banque bien rempli par papa-maman. Ils ont aussi sûrement un appartement en plein centre de Paris. En bref, ils n'ont aucune difficulté à vivre confortablement. En revanche, si vous êtes quelqu'un issu de la classe ouvrière, qui n'a pas un rond, qui a des bouches à nourrir tous les soirs et qui a des galères à finir ses fins de mois, est-ce que cette volonté de déserter prend du sens pour vous? Est-ce que l'écologie est le premier de vos soucis? Regardons ensemble cet article. Que sont devenus ces fameux déserteurs? Dans cet article, on nous parle d'une Lola qui a quitté AgroParisTech et qui a rejoint un collectif qui s'oppose aux méga-bassines. De plus, Lola écrit pour une revue féministe et écologique. Mais croyez-vous réellement que quelqu'un issu de la classe ouvrière qui a pris la décision de déserter peut effectuer un tel métier? En tout cas, moi personnellement, je ne crois pas. Être rédacteur ou rédactrice pour ce genre de journal est déjà un privilège réservé à une certaine classe sociale. Je ne vois pas forcément des personnes issues de la classe ouvrière parler de sujets comme le féminisme ou l'écologie, puisque ces sujets, pour y comprendre quelque chose, il faut avoir lu certains podcasts, il faut avoir lu certains livres, il faut avoir une certaine culture générale que j'imagine que les personnes de la classe ouvrière ne possèdent pas. Je ne suis même pas sûr que les mots tendance du féminisme et d'écologie sont compris de tous, notamment ceux de la classe ouvrière. Continuons sur un autre article qui est encore plus révélateur selon moi. Ici, on nous parle d'une personne qui a quitté AgroParisTech et qui est maintenant chef d'exploitation et à temps partiel maraîcher. Déserter, c'est bien, mais quand on est chef, c'est mieux. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a 2 ans de cela, j'ai décidé de faire du woofing en Irlande. Alors le woofing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du bénévolat. En l'occurrence, pour moi, c'était dans une ferme. Je suis donc parti à la ferme et à la base, ça devait durer 1 mois. Mais je n'ai tenu que 2 semaines. C'était épuisant, je vous l'assure, j'en pouvais plus. Je travaillais dans une serre et à l'intérieur, l'espace était tellement restreint qu'on ne pouvait pas utiliser de tracteur. Donc j'étais obligé d'effectuer le travail à la main et en mon cas, c'était du labourage. Je devais labourer la terre du matin au soir de 8h à 18h. Les horaires, c'était les mêmes que les agriculteurs avec lesquels je travaillais et je peux vous dire que dès lors que j'y pouvais utiliser une machine, je le faisais sans hésitation. Les paysans me racontaient que s'ils n'utilisaient pas de machines, ni d'engrais ou de pesticides, ils auraient fait faillite depuis un long moment. C'est beaucoup plus facile de prôner un mode de vie écologique, soucieux de l'environnement, bienveillant, lorsqu'on est issu d'une famille d'élite, lorsqu'on n'a papa, maman derrière nous qui nous soutiennent, ou qu'ils nous donnent directement de l'argent, que lorsqu'on est un ouvrier, qu'on travaille du matin au soir dans des conditions physiques déplorables, et lorsqu'il fait par exemple très chaud, moi en l'occurrence à la serre dans laquelle je travaillais, il faisait vraiment chaud du matin au soir, eh bien je peux vous dire que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. C'est exactement ça, une croyance de luxe. La volonté de déserter chez les élites n'a pas du tout les mêmes conséquences que si vous êtes un ouvrier. Maintenant que nous avons compris ce qu'est une croyance de luxe, écoutons ensemble un autre discours, celui des étudiants à AgroParisTech. Toujours, mais cette fois-ci à un forum des métiers. Je vais sélectionner les passages qui me semblent les plus intéressants, mais vous êtes évidemment libre de l'écouter en entier si vous le souhaitez. Nous nous sommes attaqués à Total, car elle incarne le capitalisme délirant, l'extractivisme fou et le néocolonialisme dans toute sa splendeur. Mais nous aurions pu aussi nous attaquer à Danone, assigné en justice pour la gigantesque pollution plastique qu'elle engendre, à Nestlé, qui vend des produits issus de pratiques esclavagistes, ou encore à L'Oréal, dont la discrimination raciale à l'embauche a été reconnue par la justice. Pour justifier de les recevoir, la direction a prôné l'ouverture et la diversité. Alors là, c'est très intéressant ce qu'elle dit parce que, en fait, elle parle d'un sujet qui est à la base l'écologie, notamment à ce forum des métiers, qu'il faut arrêter de polluer, qu'il faut arrêter de servir le capitalisme. Mais elle nous parle de discrimination raciale, donc un sujet qui n'a absolument rien à voir avec le sujet traité initialement. Et on verra que, en fait, nous, les êtres humains, les gens de gauche comme de droite, sommes soumis à ce qu'on appelle le biais de parti pris,
qui consiste à soutenir toutes les causes que notre groupe de référence en fait partie. Mais avant de se soucier de la diversité des entreprises qui sont présentes ici, peut-être nous devrions nous intéresser à la diversité des étudiantes et des étudiantes de cette école. Est-ce qu'il faudrait rappeler que nous sommes 70% issus de classes socio-professionnelles favorisées? Alors là, c'est l'un de mes passages préférés dans ce discours, puisqu'elle met en avant, évidemment, que ceux qui nous sont en train de nous parler actuellement sont des élites. S'ils sont 70%, là à peu près, je ne sais pas combien il y a d'étudiants à AgroParisTech, mais par promo, ils ne sont pas si nombreux que ça. Hein. Eh bien, ces gens-là qui sont en train de nous faire un discours moralisateur sont des élites. Et donc, est-ce qu'ils appliquent réellement leur fameuse diversité qu'ils proclament? Parce que personne ne les a forcés à être là aujourd'hui pour tenir ce discours. Personne ne les a obligés à rejoindre AgroParisTech alors que d'autres écoles moins prestigieuses leur ouvraient leurs portes. Eh bien, c'est peut-être une certaine hypocrisie, mais on va continuer la vidéo, on verra que ça se répète. Nous sommes majoritairement issus de la reproduction sociale et ce forum d'insertion professionnelle alimente cette logique. Les entreprises dominantes viennent recruter les personnes dominantes. Donc là, évidemment, je trouve encore ce passage très très intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, ils sont par terre, assis en cercle. C'est une sorte de symbole qu'ils mettent en évidence. Mais enfin, on peut se poser la question, si vous critiquez l'école, le forum des métiers, tout ce système-là, pourquoi l'avoir rejoint dans un premier lieu? Ça me paraît un peu bizarre hein, si on réfléchit un petit peu plus en profondeur. Personne ne leur a mis un couteau sous la gorge en leur disant « rejoins l'école ». C'est un peu bizarre. En fait, pour moi, ce choix, il est délibéré, il est volontaire. Ils savent que ça apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans les écoles moins prestigieuses, on retrouve davantage de personnes issues des classes moyennes ou ouvrières, puisque évidemment moins élitistes. Et donc, pourquoi ne pas leur avoir laissé la place à eux? En fait, c'est un peu bizarre, non? Puisqu'ils proclament la diversité, mais pourtant, ils choisissent quand même d'intégrer les écoles les plus prestigieuses. Les rejoindre quand même, ce serait faire le choix du déni confortable. Ce doux rêve d'un développement durable par la croissance verte et la force motrice de l'innovation. Le capitalisme intègre la critique pour survivre. Il propose des changements en marge pour éviter toute remise en question. Nos parents souffraient de travailler pour des patrons rigides dans des bureaux étroits et gris. Donc là aussi, un moment très important, parce que, en fait, elle souligne que ses parents, à eux, en fait, travaillaient pour des patrons rigides. Mais étant donné que ce sont des élites qui sont en train de nous parler, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que leurs parents soient ces fameux patrons rigides plutôt que les parents qui souffraient réellement de ce capitalisme. Continuons. Maintenant, nous pouvons collaborer avec notre N+1 dans un open space en toute convivialité grâce à notre Happiness Manager. Nous souffrons parce que nos entreprises polluent et perpétuent des logiques de domination. Pas de souci, nous nous en sortirons avec de la RSE et des plantes dépolluantes. Ne voyez-vous pas le ridicule de ces fausses solutions? Ce que nous vous proposons à la place, c'est d'accepter qu'il y a urgence. Urgence à agir et à échanger pour ensemble créer de nouveaux horizons. Accepter que, aujourd'hui, le changement, cela passe par la lutte contre la 6e extinction de masse. Que le changement, cela passe par la lutte contre la privatisation des communs. La lutte contre les logiques de domination, qu'elles soient colonialistes, sexistes, de classe ou bien d'autres encore. Et que non, nos diplômes ne nous mènent pas à devenir les talents d'une planète soutenable. Bon, alors là, je pense que, personnellement, mon coup de cœur, les logiques de domination. Alors, évidemment, ça reste pour moi quand même hypocrite du plus gros point de vue, puisque là, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas moi qui le dis, ce sont des élites qui sont en train de nous parler, qui sont en train de nous faire de la morale, qui sont en train de nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc ils sont en train de perpétuer cette fameuse logique de domination. Donc une parfaite illustration de l'hypocrisie de ces étudiants. Le changement consiste à se battre pour la survie du vivant, pour une agriculture paysanne, pour que tout le monde ait accès à des conditions de vie matérielles dignes et à plus petite échelle,
à faire de ces forums d'orientation professionnelle ne soit plus un marché où les entreprises achètent leurs droits de présence pour nous vendre leurs offres de stage et d'emploi, mais plutôt un événement au cours duquel on puisse réfléchir à des perspectives d'avenir souhaitables et à la hauteur des crises que nous traversons. Imaginez, vous êtes étudiant issu de la classe ouvrière à AgroParisTech, ce qui est déjà un miracle en soi. Vos parents, pour que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, ont fait des économies pendant quelques années. Et là, vous cherchez votre premier stage. Enfin, vous allez pouvoir gagner un peu d'argent. Mais il se trouve qu'à ce forum des métiers, il y a des étudiants qui vous empêchent de candidater puisque je le cite, il faut faire face à la hauteur des crises que nous traversons. Alors ces étudiants évidemment sont fils de riches et eux n'auront pas de problème à trouver de stage. Que pensez-vous de tout cela? Ma question est tournée de telle sorte que je sais déjà ce que vous allez répondre. Mais on peut se questionner sur la véritable intention de leur discours. Est-ce que ce qu'ils disent c'est vraiment mauvais en soi ou bon? Ça, je ne peux pas déterminer, c'est pas mon expertise. Bien que plein d'experts disent certaines choses, d'autres disent certaines autres choses, c'est pas mon expertise à moi, donc je ne me permets pas de juger. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est est-ce que leurs actions sont en adéquation avec leur discours. Et là, pour moi, il y a un fossé, parce que s'ils étaient vraiment volontaires pour bienveillants envers le réchauffement climatique, eh bien on les verrait à l'action, on les verrait faire des choses plutôt que de prononcer des beaux discours qui n'ont aucune valeur. En tout cas, la vidéo touche à son terme. Si le sujet vous a plu, sachez que j'en parle plus en détail dans mon livre qui se nomme Populaire, qui va sortir en août-septembre 2024, je pense, à peu près dans ces eaux-là. Et je parle aussi de la partie qui suit, notamment le biais de parti pris, donc je l'avais déjà évoqué plus haut, où cela consiste à des gens de gauche ou de droite d'adopter des idées de leur groupe de référence sans forcément questionner leurs propos, et on va par défaut, moi aussi compris, adopter les mêmes systèmes de pensée que nos groupes de référence. Donc merci à tous, et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas, parce que je publie pas forcément beaucoup de vidéos, et vu que ça touche une faible audience, eh bien moi, des messages dans les commentaires, ça me pousse à continuer, et ça m'encourage vraiment. Donc merci à tous, et à bientôt.